J'étais dans ma chambre d'hôpital, l'air antiseptique me piquait le nez et le bip incessant des moniteurs était devenu la bande-son de ma nouvelle réalité. C'était il y a quelques semaines, enfin, je crois. Les jours se confondaient un peu, mais cette tension constante dans ma poitrine, cette peur sourde qui m'étreignait l'estomac, ça, je n'oubliais pas. Mon corps était une sorte de prison, le cœur de mon bébé un galop puissant et régulier qui me rappelait que même dans ce chaos, la vie continuait. Comment en étais-je arrivé là? La question tournait en boucle, un moulinet incessant dans ma tête embrumée. Un labyrinthe sans fin dont le point de départ, je le savais, se trouvait sur une véranda, un soir d'été qui sentait l'herbe fraîchement coupée. Ce soir-là, sur le perron de notre maison, c'est drôle d'y penser maintenant, mon ventre était déjà bien rond, 7 mois de grossesse. J'avais un sac de course dans une main et dans l'autre, cette fichue photo d'échographie. Une image granuleuse, un petit miracle dont le cœur avait battu pour la première fois sous mes yeux cet après-midi-là. Je voulais surprendre Julien, mon mari. Un dîner, sa pasta préférée, et cette annonce douce, la preuve que tout allait bien, que notre petite allait très bien. J'ai tourné la clé. Un vieux réflexe après 4 ans de mariage. Sauf que la clé n'a pas tourné. Le barillet a résisté, mon poignet a forcé, puis une compréhension glaciale a commencé à s'insinuer, fine comme une aiguille, puis brûlante comme une braise. Les serrures. Il avait changé les serrures, mon sang s'est glacé. Je suis resté là, pétrifié, le sac de course pesant lourdement sur mon bras, la photo d'échographie chiffonnée dans ma main moite. C'était absurde. Une blague. Julien n'aurait jamais. Et puis je les ai vues. Mes valises. 3 d'entre elles, posées négligemment sur la pelouse impeccablement tondue. L'une d'elles était entr'ouverte, et je pouvais distinguer un pan de ma veste préférée, ce cardigan douillet en cachemire que maman m'avait offert pour mes 30 ans, qui pendait hors de la fermeture éclair, comme un drapeau blanc, une main piégée agitée à l'aide. « Julien, qu'est-ce que tu racontes? » Ma voix était un murmure, trop calme, une étrangeté qui ne m'appartenait pas. C'est le genre de calme qui survient quand le cerveau refuse de digérer ce que les yeux perçoivent. Une tentative désespérée de gagner du temps avant que la réalité ne s'effondre. Mais la réalité a sa propre horloge. Et je l'ai entendue. La voix, claire, enjouée, insupportablement familière, venant de mes cuisines. Julien, les déménageurs ont besoin de savoir pour l'ensemble de salle à manger. On garde les chaises ou on les remplace? Dominique Leclerc, sa secrétaire, cette femme que j'avais entendue des centaines de fois au téléphone, sa voix cristalline se mêlant aux appels professionnels de Julien lorsqu'il travaillait de la maison. Cette femme à qui il m'avait présenté lors de la fête de Noël de l'entreprise comme son bras droit indispensable. Le monde a basculé. Je me suis agrippé à la rampe du Porsche. Moi et ma mamie. Mon ventre s'est durci d'une crampe soudaine, une douleur aiguë et pressante qui a traversé mon abdomen. Des contractions de Braxton Hicks, me suis-je dit. Une réaction au stress. Mon corps avait compris bien avant mon esprit. Julien était là, dans l'embrasure de la porte, un costume anthracite que je ne lui avais jamais vu. Coupe italienne, revers fin, le genre de costume qu'un homme s'achète quand il essaye de devenir quelqu'un d'autre. Il m'a regardé, ses yeux plats, son visage figé. 30 minutes, a-t-il dit. Après ça, j'appelle la police. 30 minutes, c'est tout ce que valaient 4 ans de mariage. C'est tout ce que valait cet enfant que je portais. Notre enfant, 30 minutes. Et 3 valises si négligemment faites qu'elles contenaient une laisse pour chien. Nous n'avions même pas de chien. Il m'a jeté dehors pour sa secrétaire. Il a qualifié notre bébé de complication, puis a déposé des papiers affirmant que je l'avais abandonné. L'ironie était si amère qu'elle me brûlait la gorge. Il ne savait pas. Bien sûr qu'il ne savait pas. Mon nom de jeune fille, c'était Martel. Assise sur le canapé de Sophie, mon cœur tambourinant, je ne savais plus quoi penser. Le regard du pasteur Dubois,
Notre voisin, qui promenait son berger allemand ce soir-là, me hantait. Il s'était arrêté. Il nous avait vus. J'avais honte. Je me suis sentie si petite, si insignifiante. Sophie, ma meilleure amie depuis l'université, avocate spécialisée dans les divorces, m'avait récupéré. Son appartement sentait l'eucalyptus et les vieux livres, un havre de paix relatif après la tempête. Elle m'a préparé une tisane à la camomille. J'ai serré la tasse. La chaleur était la seule chose réelle que j'avais ressentie depuis des heures. Depuis combien de temps savais-tu? Ai-je demandé, ma voix cassée? Sophie a pris une profonde inspiration. 6 mois, Marie. 6 mois. Je les ai vus au Vivaldi, ce resto italien, tu sais. C'était un mardi. Je dînais avec un client. Julien et Dominique étaient à une table dans le coin. Elle avait la main sur son genou. Il lui donnait du dessert à la fourchette. Les mardis soirs, Julien travaillait tard le mardi. Des réunions du conseil, des sessions stratégiques, des dîners importants avec des investisseurs. J'avais cru à chaque mot, chaque foutu mot. Pourquoi Sophie ne m'avait-elle rien dit? Tu étais enceinte de 5 mois, Marie, a-t-elle expliqué. Ta tension était déjà élevée. Le docteur Fournier t'avait mise au repos modifié. J'étais terrifié à l'idée que le choc ne blesse le bébé. Alors, j'ai fait ce que je fais. J'ai commencé à construire un dossier. Elle a sorti une chemise de son bureau, épaisse, jaunie, avec des intercalaires colorés, des relevés de cartes de crédit, des reçus d'hôtel d'un week-end dans un gîte à Saint-Émilion, des captures d'écran d'un compte de réseaux sociaux sous un faux nom, le faux nom de Dominique. Les photos sur le compte avaient été prises dans ma maison, dans ma cuisine. L'une montrait Dominique portant ma robe de chambre, celle en nid d'abeilles blanc avec mes initiales brodées, un cadeau de maman avant son départ. Les photos étaient datées. La plus ancienne remontait à 14 mois. 14 mois avant la grossesse, avant la baby shower que Bénédicte, la mère de Julien, avait à contre-cœur organisé, avant la chambre d'enfant qu'on avait peinte ensemble un dimanche après-midi en bleu œuf de rouge-gorge. Ce jour-là, Julien avait souri. Il avait embrassé le sommet de ma tête et avait dit « Ce sera la plus belle pièce de la maison ». 14 mois, il couchait déjà avec Dominique. Il savait pour l'affaire quand je lui ai dit que j'étais enceinte. Il s'était tenu dans notre salle de bain. Je tenais le test entre des mains tremblantes. Il avait pleuré. Il avait dit « Oh mon Dieu, nous allons être une famille ». Il avait débouché du cidre pétillant, car je ne pouvais pas boire de champagne. Tout cela pendant qu'il couchait avec sa secrétaire. « Mon Dieu », ai-je murmuré. Ce n'était pas une prière, juste une expiration, une libération. Je savais quelque part, au fond de moi, je savais. Chaque fois qu'il posait son téléphone face caché sur la table, chaque fois qu'il rentrait à la maison en sentant un savon différent, chaque fois qu'il disait « Ne m'attends pas ». Je savais. J'ai pressé mes paumes contre mes yeux. Je ne suis pas folle, ai-je dit, ma voix basse et dure. Je n'ai jamais été folle. Chaque instinct que j'ai douté, chaque pressentiment que j'ai étouffé, c'était de la vérité. Sophie m'a laissé avec ça. Elle n'a pas cherché à me réconforter, à me donner des stratégies. Elle a juste laissé la vérité s'installer. Au bout d'un moment, j'ai posé la question qui me hantait depuis le porche. Pourquoi moi? Pourquoi m'a-t-il épousé? Je suis graphiste indépendante, je n'ai jamais eu d'argent. Mon père est parti quand j'avais 8 ans. Ma mère m'a élevée seule avec un salaire d'infirmière. Il n'y a rien à gagner à être avec moi. Sophie s'est penchée en avant, ses yeux plissés comme lorsqu'elle cernait quelque chose en déposition. C'est la partie que je n'ai pas encore comprise, a-t-elle dit. Julien t'a courtisé, Marie, durement. Tu te souviens du gala de charité? Il t'a retrouvé. Il a posé des questions sur ton travail, sur ta famille, sur ton père. Le gala, c'était il y a 3 ans, je crois. Je dessinais les invitations pour l'événement. Julien m'avait abordé près de la table des enchères silencieuses. Il était charmant, précis. Il avait posé des questions auxquelles personne n'avait jamais pris la peine de répondre. Où as-tu grandi? Que fait ton père?
As-tu des frères et des sœurs? Es-tu proche de ta famille? À l'époque, j'avais pensé qu'il était sincèrement intéressé. Maintenant, ces questions ressemblaient à un entretien d'embauche, à une vérification d'antécédents déguisée en flirt. Il t'a ciblé, a dit Sophie. J'en suis sûr. Je ne sais juste pas encore pourquoi. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Allongé dans le lit d'amis de Sophie, les draps sentant la lavande, le bébé donnait des coups de pied contre mes côtes. J'ai pris mon téléphone, fait défiler de vieilles photos. Notre mariage. La lune de miel à Savannah. L'annonce de la grossesse. La main de Julien sur mon ventre. Son sourire. J'ai zoomé sur ses yeux. Cherché le mensonge. Était-il là, dans les photos de mariage? Le jour où nous avons emménagé? Le matin où il m'avait apporté le petit déjeuner au lit en disant « Tu es mon monde entier ». J'ai supprimé 3 photos, puis je les ai récupérées du dossier éléments supprimés. Supprimé à nouveau, récupéré à nouveau. J'ai posé le téléphone face contre terre sur la table de nuit. Je l'ai repris. Je l'ai reposé. À minuit, le téléphone de Sophie a vibré dans la pièce voisine. Je l'ai entendu se lever, la pas rapide, puis dire un mot que les avocats spécialisés en divorce ne devraient probablement pas prononcer à voix haute. Sophie est apparue dans l'embrasure de la porte, le visage tendu. « Julien vient de déposer une requête d'urgence », a-t-elle dit. « Il revendique la maison, les 2 voitures, tous les comptes joints. » Elle a marqué une pause. « Et Marie, il a indiqué comme motif de divorce l'abandon. Il dit que tu l'as quitté. » Le ventilateur de plafond tournait au-dessus du lit. Un papillon de nuit s'était introduit et tournait autour de la lumière. Il m'a jeté dehors, ai-je dit. Il a changé les serrures pendant que j'étais chez le médecin. Je sais, et nous allons le prouver. Mais pour l'instant, sur papier, Julien Lenoir dit au tribunal que sa femme enceinte l'a quitté, et sa mère, Bénédicte, le dit à tout le monde. Le ventilateur a cliqué, le papillon de nuit a tourné, le bébé a donné un coup de pied. J'ai posé ma main sur mon ventre et j'ai senti le petit coup sec d'un talon ou d'un coude. Une petite personne entièrement formée, attendant d'arriver dans un monde qui venait de basculer. Alors, ai-je dit, nous devons dire la vérité plus fort qu'ils ne peuvent mentir. Le lendemain matin, Sophie a passé des appels, déposé des contre-requêtes, demandé une audience d'urgence, rédigé des affidavits. Elle s'est frayé un chemin dans le système juridique, comme une femme qui avait fait cela 100 fois, parce que c'était le cas. Mais elle était inquiète. Elle me l'a dit autour d'un café, à la table de la cuisine. Julien travaille pour Martel Participation, une entreprise énorme avec des moyens colossaux. Leur équipe juridique compte 40 avocats. Je suis seul avec une parajuriste qui travaille le mardi et le jeudi. J'ai serré ma tasse. Martel Participation. C'est la société mère. Ils ont acquis Lenoir associé il y a environ 8 mois. Julien se pavane au bureau comme s'il était le propriétaire, mais techniquement, il est un employé maintenant. La société holding décide de tout. Martel. Le nom résonnait différemment. Il se nichait dans ma poitrine, familier et inconfortable, comme un mot sur le bout de la langue. Martel. C'était mon nom de jeune fille, avant que je ne devienne Lenoir, avant que je ne devienne la femme de Julien, son projet, son accessoire soigneusement construit. Marie Martel. Je n'ai rien dit à Sophie. Pas encore. C'était probablement une coïncidence. Martel n'est pas un nom rare. Il y a des Martel partout, dans les annuaires téléphoniques et sur les boîtes aux lettres, et gravés sur des pierres tombales dans chaque cimetière. Mais cette nuit-là, après que Sophie se fut endormie, je me suis assise sur le sol de la salle de bain, mon ordinateur portable en équilibre sur mes genoux, et j'ai tapé 2 mots dans la barre de recherche. Martel Participation. L'entreprise n'avait pas de visage public, pas de fondateur souriant sur la page « À propos », pas de portrait dans le rapport annuel, juste des couches de structure corporative. Des sociétés écrans imbriquées dans des sociétés écrans, des filiales avec des noms comme Martel Capital Group et Martel Ventures International,
et WH Asset Management. Le portefeuille était stupéfiant. Immobilier dans 12 régions, entreprises technologiques, sociétés énergétiques, une opération de logistique maritime, services financiers. L'estimation de la valeur des actifs combinés était difficile à cerner, mais un site d'analyse financière utilisait un mot que je n'avais jamais associé à une personne réelle. Trillionnaire. J'ai fait défiler plus profondément. Des articles archivés d'il y a 20 ans, des enregistrements commerciaux à Paris, une seule mention dans une publication professionnelle de 2004. P. Martel, fondateur de la holding éponyme, continue de s'étendre discrètement dans les secteurs de l'énergie et de la technologie. P. Martel, pas de prénom, pas de photo. Le nom de mon père était Pierre. Pierre-Jacques Martel. Mes mains ont tremblé. L'écran de l'ordinateur portable s'est brouillé. Je me suis essuyé les yeux et j'ai regardé à nouveau. J'ai trouvé l'enregistrement à Paris. Pierre J. Martel. La même initiale du deuxième prénom que sur mon acte de naissance. La même initiale que ma mère avait écrite sur les formulaires scolaires de sa belle écriture. Non, ai-je murmuré au carreau de la salle de bain. C'est impossible. Mon père conduisait un pick-up. Il portait des chemises à carreaux qui sentaient la graisse de moteur. Il jouait de la guitare sur la véranda. Il a disparu quand j'avais 8 ans et n'est jamais revenu. Il ne peut pas être un trillionnaire. Il ne peut rien être. Mais j'ai continué à chercher. Et j'ai trouvé une chose de plus. Martel Participation avait acquis Lenoir Associé il y a 8 mois, par l'intermédiaire de 3 sociétés écrans. L'acquisition avait été finalisée le 15 mars. J'ai vérifié mon calendrier. Le 15 mars était le jour où j'avais dit à Julien que j'étais enceinte. Mon père, si c'était mon père, avait acheté l'entreprise pour laquelle mon mari travaillait, à peu près au même moment où j'avais conçu mon enfant. La coïncidence était trop précise, trop chirurgicale. Elle semblait conçue. Je suis resté assise sur le sol de la salle de bain jusqu'à 3 heures du matin. Les coraux étaient froids. Le bébé était silencieux. L'appartement était sombre, à l'exception de l'écran de l'ordinateur portable qui brillait sur mon visage. Je n'ai pas dormi. Le lendemain matin, on a frappé à la porte de Sophie. Pas les clients habituels de Sophie qui envoyaient des SMS d'abord. Pas le facteur qui arrivait à midi. Un coup frappé fermement, poliment, 2 fois, puis le silence. Sophie a regardé par le Judas et m'a regardé avec confusion. C'est un homme, bien habillé, il dit qu'il te cherche. Je me suis approché de la porte. Je l'ai ouverte. Il avait la trentaine, grand, rasé de près. Il portait un simple blazer bleu marine sur une chemise blanche. Ses yeux étaient bruns, doux et familiers, d'une manière que je ne pouvais pas immédiatement nommer. « Marie », a-t-il dit doucement, comme une question dont il connaissait déjà la réponse. « Je suis Théo. Théo Martel. Je suis ton frère. » J'ai agrippé l'encadrement de la porte. « Je n'ai pas de frère. »« Si, papa s'est remarié après votre séparation. Brièvement. Je suis né 1 an plus tard. J'ai su pour toi toute ma vie. Il a fait une pause, oui. Je veille sur toi de loin à la demande de papa. Mes genoux se sont dérobés. Sophie était derrière moi en un instant, une main sur mon dos. Peut-être devrions-nous nous asseoir, hein, a dit Sophie. Nous nous sommes assis dans le salon. Théo, au bord du fauteuil, moi sur le canapé, un oreiller serré contre ma poitrine comme une armure. Théo a expliqué simplement. Pierre Martel était parti quand j'avais 8 ans, non pas parce qu'il le voulait, mais parce que ma mère, Patricia, l'avait exigé. Patricia avait découvert l'étendue de la richesse croissante de Pierre. Elle craignait ce que cela ferait à Marie. L'attention, le danger, la façon dont l'argent déforme la compréhension du monde par un enfant. Patricia l'avait fait promettre à Pierre de rester loin, de laisser Marie grandir normalement, de la laisser se débattre, gagner et apprendre comme Patricia croyait que les enfants devaient le faire. Et Pierre, parce qu'il aimait Patricia et parce qu'il croyait qu'elle avait raison, avait accepté. Mais il n'avait jamais cessé de regarder. « Papa a mis en place une fiducie à ton nom avant ta naissance, » a dit Théo.
Il l'a financé chaque année depuis. Il a assisté à chaque événement majeur de ta vie. Ton diplôme, ta première exposition en galerie. Il était au fond de l'église aux funérailles de maman. J'ai eu le souffle coupé. Il était aux funérailles de ma mère. Au fond de l'église, rangée de gauche. Il est parti avant la réception. Il a dit qu'il n'avait pas le droit de rester. La pièce était silencieuse. L'horloge murale de Sophie faisait tic-tac. Dehors, un camion poubelle grondait dans la rue. Il m'a vu manger des pâtes et des haricots à Noël, ai-je dit, ma voix plate maîtrisée. Il m'a vu travailler 2 boulots à l'université. Il a vu ma mère mourir après 30 ans de double corps de travail. Et il avait des milliards. Théo n'a pas bronché. Oui. Pourquoi es-tu là maintenant? Parce que ton mari t'a jeté dehors. Et papa en a marre de regarder. Le téléphone de Théo a sonné. Il y a jeté un coup d'œil, l'a mis en silencieux, puis m'a regardé avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Quelque chose entre l'urgence et le chagrin. Papa veut te rencontrer aujourd'hui, mais Marie, il y a autre chose que tu dois savoir d'abord. Il a posé son téléphone sur la table. Julien sait pour papa, il a toujours su. C'est pour ça qu'il t'a épousé. L'horloge a fait tic-tac, le camion poubelle s'est éloigné. Le bébé a donné 2 coups de pied. Ce soir-là, j'étais seul sur le balcon de Sophie. La ville s'étendait en contrebas, les lumières s'allumant aux fenêtres, les gens préparant le dîner, menant leur vie ordinaire. J'ai tenu mon ventre. Le bébé a bougé, un lent roulement sous mes côtes. Je ne traitais pas la révélation du trillionnaire, pas encore. C'était trop grand, trop abstrait, trop impossible. Je traitais la vérité plus petite, plus piquante. Mon père avait été là, pas là, à regarder, pas à toucher, présent dans son absence et absent dans sa présence pendant 22 ans. J'ai pensé à ma mère, Patricia Martel, qui était devenue Patricia James après le divorce, qui faisait des quarts de 12 heures à l'hôpital Sainte-Marguerite, qui rentrait à la maison en sentant l'antiseptique et le café d'hôpital, qui m'aidait avec l'algèbre à la table de la cuisine et s'endormait assise parce qu'elle était trop fatiguée pour marcher jusqu'à son lit. Ma mère avait choisi cette vie. Yassa Silvam, choisi la lutte plutôt que le confort. Choisi l'indépendance plutôt que la dépendance. Et Pierre l'avait laissé faire. Je ne savais pas si c'était de l'amour ou de la lâcheté, peut-être les deux. Je n'ai pas pleuré. J'étais trop confuse pour pleurer. Je me suis juste assise et le bébé a donné un coup de pied à nouveau et les lumières de la ville se sont allumées une par une, comme des étoiles qui s'épanouissent lentement. Les retrouvailles avec Théo se sont poursuivies le lendemain matin. Sophie nous a fait asseoir tous les 3 à la table de la cuisine comme des gens civilisés. Elle a mis du jus d'orange et des toasts. Personne n'a mangé. Théo a ouvert son ordinateur portable. Il avait des fichiers organisés, datés, codés par couleur. Il était méthodique d'une manière qui ne me rappelait personne de ma famille. Puis j'ai réalisé qu'il avait probablement appris cela de Pierre. « Julien ne t'a pas rencontré par hasard », a commencé Théo. Il y a 3 ans, il a approché la société de papa pour des capitaux d'investissement. Le noir associé était en difficulté. Julien avait besoin de liquidités. Il a soumis une proposition à Martel Participation. Elle a été rejetée. « Pourquoi ?» a demandé Sophie. « Parce que les chiffres étaient gonflés. Julien fraudait déjà les livres avant l'acquisition. L'équipe de papa l'a signalé immédiatement. Théo a affiché une chronologie sur son écran. 2 mois après le rejet, Julien avait engagé un détective privé. Le rapport de l'enquêteur était dans ce dossier. Il a tourné l'ordinateur portable vers moi. Le sujet de l'enquête, c'était moi. J'ai lu la première page. Mon nom, mon adresse, mon lieu de travail, le nom et le lieu de travail de ma mère, le nom de mon père et une section mise en évidence près du bas. Fille étrange de Pierre J. Martel, fondateur et unique propriétaire de Martel Participation. Le sujet semble ignorer l'identité ou la fortune de son père. « Il savait tout avant votre premier rendez-vous », a dit Théo. « Le gala de charité où vous vous êtes rencontrés, il s'est inscrit sur la liste des invités.
Il a découvert que tu concevais des invitations et il s'est positionné près de la table des enchères parce que c'est là que l'organisateur de l'événement lui avait dit que tu serais. Je me suis souvenu de cette nuit, la façon dont Julien était apparu à mes côtés comme attiré par la gravité, la façon dont il avait posé des questions sur ma famille avec une telle chaleur, un tel intérêt, la façon dont il s'était penché quand je lui avais parlé du départ de mon père, la sympathie dans ses yeux, la main sur mon épaule. Il m'a épousé pour avoir accès, et je dis, ce n'était pas une question. Il pensait qu'épouser la fille de Pierre Martel ouvrirait des portes, a confirmé Théo. Il s'attendait à ce que papa revienne dans ta vie à un moment donné. Il se positionnait pour être le gendre d'un milliardaire. Sophie s'est penchée en avant, mais Pierre n'est pas revenu. Non, alors Julien a changé de tactique. Lorsque le mariage n'a pas produit l'accès aux entreprises qu'il souhaitait, il a commencé à détourner des fonds de Lenoir associés. De petites sommes au début. Contrats redirigés, honoraires de consultants fantômes. Au moment où papa a acquis l'entreprise, Julien avait déjà pris plus de 600 000 euros. Attendez, ai-je dit en levant la main. Pierre a acquis l'entreprise? Théo a hoché la tête. Il y a 8 mois, par l'intermédiaire de 3 sociétés écrans, chaque action, chaque actif, chaque contrat, Julien Lenoir travaille pour papa. Il n'en a aucune idée. La cuisine était silencieuse. Le réfrigérateur ronronnait. La lumière du soleil se déplaçait sur la table. Il m'a épousé pour de l'argent que je n'avais même pas, et je dis, ma voix était stable maintenant. Le choc avait traversé mon corps et y avait laissé quelque chose de plus dur. Il a misé sur l'amour de mon père, et mon père jouait aux échecs pendant que Julien jouait aux dames. Je me suis tourné vers Théo. La colère est venue alors. Pas contre Julien, pas encore. Contre l'homme qui m'avait laissé me débattre. Ton père, notre père, m'a laissé manger des nouilles 4 soirs par semaine à l'université. M'a laissé dormir dans ma voiture pendant les vacances d'hiver parce que je ne pouvais pas me permettre de chauffer mon appartement et de rentrer chez moi. A laissé ma mère se tuer au travail. Il avait des milliards et je n'ai pas pu payer ses funérailles. Théo n'a pas défendu Pierre. Il a encaissé l'accusation. Tu as raison, a-t-il dit. Il a eu tort, il sait qu'il a eu tort. Il a eu tort pendant 22 ans. Mais Marie, en ce moment, Julien essaye de tout te prendre, y compris ta fille. Et papa est la seule personne qui puisse l'arrêter. Sophie a étalé les dossiers juridiques au centre de la table. Voici la situation. Julien a gelé tes conjoints, déposé des plaintes pour abandon. L'équipe juridique de son entreprise, qui est ironiquement financée par Martel Participation, m'ensevelit sous les requêtes. Il propage aussi l'idée que tu es instable, hormonal, inapte à la garde. Ces avocats sont payés avec l'argent de mon père, et je dis, pour m'utiliser contre moi. C'est ça la situation. J'ai regardé Théo, puis Sophie, puis la photo d'échographie épinglée sur le réfrigérateur de Sophie avec un aimant en forme de fraise. Je mérite mieux, et j'ai dit doucement, mieux que d'être le plan d'affaires de quelqu'un, mieux que d'être une ligne dans la feuille de calcul d'un escroc. Je mérite d'être aimé pour qui je suis, pas pour qui mon père pourrait être. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la fenêtre. La rue en contrebas était ordinaire. Des voitures, des gens, une femme poussant une poussette, un homme portant des sacs de course. Organise la rencontre, et je dis, je verrai Pierre, mais à mes conditions, pas aux siennes. L'après-midi, je suis allé à l'épicerie. J'avais besoin de vitamines prénatales. J'ai parcouru les allées lentement, une main sur le chariot, une main sur mon ventre. J'ai trouvé l'allée des vitamines, je me suis tenu là, j'ai fixé les étagères. Je ne me souvenais plus de la marque que j'utilisais. J'avais pris les mêmes vitamines tous les matins pendant 7 mois. Je pouvais imaginer la bouteille sur le comptoir de la salle de bain, celle de la maison où je ne pouvais plus entrer. Mais le nom avait disparu. La couleur de l'étiquette avait disparu. Tout avait disparu, sauf la rangée de bouteilles identiques qui me regardaient.
Les larmes ont coulé silencieusement dans le chariot. Je ne les ai pas essuyées. Une femme en tenue de gommage s'est arrêtée à mes côtés. « Ça va, ma belle? »« Oui, ai-je dit. »« Passez un et je dis, « Je vais bien. Merci. » Je n'allais pas bien. J'ai acheté la mauvaise marque. Je ne l'ai pas remarqué avant d'être de retour à l'appartement de Sophie, tenant la bouteille inconnue, lisant une étiquette qui appartenait à la routine de quelqu'un d'autre. Je les ai quand même prises. Le bébé ne se souciait pas des marques. Ce soir-là, Julien a appelé. Son nom sur l'écran m'a retourné l'estomac. « Signe l'accord, Marie. » Sa voix était douce, habituée aux salles de conseil. « Prends les 30 000 € et va-t'en. Tu n'as pas d'actifs, pas de revenus, pas de famille. Ne rende pas ça moche. » J'ai presque cédé. L'épuisement était insupportable. 7 mois de grossesse, vivant sur le canapé de ma meilleure amie, me battant contre un homme aux ressources illimitées et sans conscience. Puis Théo m'a envoyé un SMS avec une photo. C'était Pierre, assis dans ce qui semblait être un bureau modeste. Bureau en bois, chaise simple. Au mur derrière lui, une photo encadrée. J'ai plissé les yeux, zoomé. C'était moi à ma remise de diplôme universitaire, robe et mortier, souriant à quelqu'un dans l'assistance que je ne pouvais pas voir. Il avait été là, au fond. J'avais regardé la foule ce jour-là et j'avais ressenti l'absence de ma famille comme un courant d'air froid. Ma mère travaillait. Je n'avais personne dans les sièges. Mais il était là. Je ne l'avais jamais su. Je n'ai pas répondu à Julien. Le passeur du bois a appelé le lendemain matin. Sa voix était profonde et délibérée, une voix habituée à parler aux gens en crise. « Madame Lenoir, j'étais là mardi soir. J'ai tout vu. J'ai vu votre mari poser des valises sur le porche. Je vous ai vu rentrer chez vous après ce qui semblait être un rendez-vous médical. Je vous ai vu partir en détresse. J'ai vécu sur la rue des Érables pendant 31 ans et je n'ai jamais rien vu de tel. Je me suis assise au bord du lit d'amis de Sophie. Pourquoi m'appelez-vous, pasteur? Parce que Bénédicte Lenoir raconte une histoire très différente. Et je ne supporte pas les menteurs. Il avait déjà parlé à 3 voisins, les Dubois au numéro 44, qui avaient vu Julien transporter des cartons avant mon arrivée. L'enseignante à la retraite au numéro 48, qui avait entendu Julien crier par la fenêtre ouverte. Et le facteur qui avait remarqué le changement de serrure cet après-midi-là. « Je le mettrai par écrit », a dit le pasteur Dubois. « Je le dirai sous serment. Et je le dirai aux infos du soir si cela doit arriver. » C'était la première fois depuis des jours que je ressentais autre chose que de la terreur. Une lueur, brève mais réelle. La lueur n'a pas duré. La campagne de Bénédicte Lenoir fonctionnait. Le message de groupe qu'elle avait envoyé aux amis de la famille et aux membres de l'Église s'était répandu comme de l'encre dans l'aune. Mes clients indépendants ont commencé à annuler. Mon plus gros compte, une petite maison d'édition, a envoyé un email avec une formulation corporative prudente. Nous pensons qu'il est préférable de suspendre notre collaboration pendant que vous vous concentrez sur votre santé. Le sous-texte était sans équivoque. Le récit de la femme enceinte folle était en train de gagner. Sophie a déposé une mise en demeure contre Bénédicte pour diffamation. L'avocat de Bénédicte a répondu en quelques heures, exprimant que la préoccupation pour le bien-être émotionnel d'un membre de la famille est un discours protégé par la Constitution. Sophie a jeté la réponse sur son bureau. Discours protégé. Elle détruit ta réputation avec une campagne de dénigrement ciblé et elle appelle ça de la préoccupation. Puis Julien a encore escaladé la situation. Il a déposé une motion pour établir la paternité. Non pas parce qu'il voulait la garde, non pas parce qu'il se souciait d'être un père, parce que son avocat lui avait conseillé de remettre en question la paternité pour créer un levier juridique, retarder les procédures, me forcer à des audiences et des examens médicaux supplémentaires. Le dossier incluait une seule ligne qui m'a glacé le sang. Le répondant demande un test génétique pour confirmer la filiation biologique de l'enfant à naître, car le mariage a été marqué par des périodes prolongées de distance émotionnelle et d'absence inexpliquée de la mère.
Il insinuait que le bébé pourrait ne pas être le sien. J'ai lu le dossier dans la cuisine de Sophie. Je l'ai lu 2 fois, 3 fois. J'ai posé le papier sur le comptoir et j'ai pressé mes paumes à plat contre le granit. Quelque chose a bougé en moi. Pas le bébé. Quelque chose d'autre. Quelque chose qui était resté recroquevillé et silencieux et patient pendant 7 mois, pendant 4 ans, pendant tout mon mariage. La colère. Pas le genre chaud et explosif, le genre froid, le genre qui clarifie, le genre qui dissipe la confusion et révèle l'architecture de ce qui vous a été fait. Il m'a jeté dehors, portant son enfant, et je dis, ma voix basse et stable. Et maintenant, il remet en question la paternité du bébé. Pas parce qu'il le croit, mais parce que me faire du mal est une stratégie. Parce que je ne suis pas une personne pour lui. Je suis un problème à gérer. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Théo. Organise la rencontre, aujourd'hui. Le restaurant n'avait pas de prix sur le menu. Je l'ai remarqué en étant conduite à une salle privée à l'arrière. La nappe était en lin blanc. Les verres étaient en cristal. L'air sentait le pain au romarin et le beurre cher. Pierre était déjà là. Il s'est levé quand je suis entré. Il avait 62 ans, les cheveux argentés, un visage buriné par autre chose que le soleil. Il portait une chemise simple boutonnée, pas de cravate, pas de montre, pas de bouton de manchette. Il ressemblait à un grand-père discret et ordinaire. Ses yeux se sont remplis quand il m'a vu. Il ne s'est pas approché. Il n'a pas tendu la main vers moi. Il a attendu. Je me suis assise en face de lui. La chaise était en cuir souple. La serviette était en tissu. Un serveur est apparu et a disparu silencieusement, laissant de l'eau citronnée que personne n'avait demandé. Un long silence. Son squats. Tu as manqué toute ma vie. Et je dis, je sais. Maman est morte en pensant que tu t'en fichais. La mâchoire de Pierre s'est serrée. Ta mère savait que je m'en souciais. C'est pourquoi elle m'a demandé de rester loin. Elle voulait que tu aies une vie normale, loin de... Il a regardé autour de la pièce. Le cristal, le lin, les serveurs invisibles. Tout ça. Une vie normale, ai-je répété. C'est comme ça que tu appelles grandir pauvre, travailler en doubles équipes, manger des pâtes et des haricots à Noël? Ta mère était la personne la plus forte que j'ai jamais connue. Elle croyait que la lutte forgeait le caractère. Elle n'avait pas tort. Elle s'est tuée au travail, Pierre, littéralement. Elle est morte à 58 ans d'une insuffisance cardiaque parce qu'elle ne prenait jamais un jour de congé. Tu aurais pu aider. Tu aurais pu lui rendre la vie plus facile. Elle ne m'aurait pas laissé faire. J'ai essayé. J'ai envoyé de l'argent. Elle me l'a renvoyé à chaque fois. Elle a dit que si je voulais aider, je pouvais rester loin et la laisser t'élever à sa manière. Ils sont restés silencieux. La nourriture est arrivée. Aucun d'eux n'y a touché. Pierre m'a raconté des petites choses, qu'il avait les dessins au crayon de couleur que j'avais faits en 2e année. Ma mère les avait envoyés dans une enveloppe manille sans adresse de retour. Qu'il était sur le parking de l'hôpital quand j'ai été opéré de l'appendicite à 12 ans. Qu'il était assis au fond de la salle lors de ma remise de diplôme universitaire, dans une veste empruntée pour ne pas se faire remarquer. Qu'il avait lu chaque article que j'avais écrit pour le journal universitaire. Je ne lui ai pas pardonné. Je ne pouvais pas. Pas d'aujourd'hui, peut-être jamais. Mais j'ai écouté, et écouter était suffisant pour l'instant. Le bébé a donné un coup de pied fort. Ma main est allée à mon ventre. Pierre a vu le mouvement. Son expression s'est brisée un instant, sa mâchoire s'est serrée. Il a baissé les yeux sur son assiette intacte. « Je ne le laisserai rien te prendre d'autre », a dit Pierre. Ni Julien, ni sa mère, ni personne. J'ai passé 22 ans à te décevoir comme ta mère me l'avait demandé. J'en ai fini de te décevoir. Alors que nous quittions le restaurant, une femme nous a rencontrés dans le hall. La quarantaine, costume chic, regard plus perçant encore. On téléportait d'un dossier en cuir embossé d'un bois argenté. « Marie, voici Margot Durand », a dit Pierre.
Elle gère le côté opérationnel de Martel Participation. Margot m'a tendu la main. Sa poignée était ferme, son sourire bref et professionnel. Voici les dossiers financiers complets de Lenoir Associés pour les 2 derniers exercices fiscaux, a-t-elle dit en me tendant le dossier. Chaque transaction, chaque décaissement, chaque poste de dépense. Elle a fait une pause, laissant le poids du dossier s'installer dans mes mains. Votre mari a détourné des fonds de sa propre entreprise pendant 26 mois. Contrats redirigés, consultants fantômes, dépenses personnelles imputées à des comptes d'exploitation. Le total s'élève à un peu plus de 600 000 euros. Margot a regardé Pierre, puis à nouveau moi. L'entreprise qu'il volait, votre père la possède. Sophie a étalé les documents sur sa table de salle à manger comme un chirurgien posant des instruments. État financier, relevé bancaire, virement électronique, mémos internes. Une trace papier si claire qu'elle aurait pu être écrite en néon. Ce n'est pas seulement des munitions pour le divorce, a dit Sophie. Elle m'a regardé avec l'expression qu'elle prenait quand une affaire franchissait la ligne du civil au pénal. C'est du détournement de fonds, de la fraude. Et certains de ces virements électroniques traversent les frontières d'État, ce qui en fait une affaire fédérale. Je me tenais à la fenêtre. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur le tapis. Ma réflexion était à peine visible dans la vitre. Une femme enceinte de 7 mois, debout dans l'appartement de quelqu'un d'autre, regardant les ruines de son mariage sur une table de salle à manger. « Qu'est-ce qu'on en fait ?» ai-je demandé. Sophie a esquissé 2 voies. La première était d'utiliser les preuves comme levier dans le divorce. Forcer Julien à un règlement à mes conditions. Rapide, propre, dévastateur. La seconde était de laisser les choses suivre leur cours par les voies appropriées. Audit d'entreprise, enquête criminelle. Un processus plus lent, mais plus approfondi, plus public, plus permanent. Je veux les 2, ai-je dit. Sophie a hoché la tête. Alors nous déposons une nouvelle requête en divorce avec les preuves financières jointes, et Margot lance un audit d'entreprise formelle via Martel Participation. Julien sera frappé de 2 directions à la fois. Pendant que Sophie préparait les dossiers, Margot était déjà en mouvement. Julien a été convoqué à une réunion obligatoire au bureau régional de Martel Participation un jeudi matin. L'email disait « Examen trimestriel de routine ». Il n'y a rien pensé. Il s'est présenté dans un nouveau costume, bleu marine, chaussures en cuir italien. Le rouge à lèvres de Dominique était sur son col, un léger croissant rose qu'il ne prenait plus la peine de cacher. Il est entré dans la salle de conférence avec l'allure d'un homme qui se croyait intouchable. Margot était assise à la tête de la table. À ses côtés se trouvait un homme que Julien ne reconnaissait pas. Lunettes à monture métallique, costume gris, le genre de visage qui passait la plupart de son temps à regarder des feuilles de calcul. « Julien, merci d'être venu », a dit Margot. « Voici Antoine Chen. Il est expert comptable judiciaire mandaté par la holding. » Le sourire de Julien n'a vacillé. « Judiciaire, cela semble un peu dramatique pour un examen trimestriel. » Antoine a ouvert un classeur épais, avec des onglets. Il a commencé à parler d'une voix monotone qui était plus dévastatrice que n'importe quel cri. Transaction par transaction, date par date, euro par euro. La société de conseil fantôme qui partageait une adresse postale avec l'appartement de Dominique. Les voyages personnels imputés aux frais d'exploitation. L'abonnement au club de golf de Bénédicte. Les rénovations d'une maison au bord d'un lac que Julien avait acheté sous le nom d'un associé. 614 000 euros sur 26 mois. Le visage de Julien a subi une série de changements. Confusion, irritation, alarme, et puis quelque chose que j'aurais plus tard souhaité pouvoir voir. Une peur pure, viscérale. C'est un malentendu, a-t-il dit. Sa voix avait perdu son lustre de salle de conseil. Je peux expliquer chaque transaction. Il y a des raisons commerciales légitimes à tout cela. Margot n'a rien dit. Elle a fait glisser un document de plus sur la table, un organigramme,
la véritable structure de propriété de Lenoir Associés. Les sociétés écrans se décollaient comme des couches d'oignons. Au sommet, en caractère noir clair, Pierre G. Martel, unique propriétaire. Julien a fixé l'organigramme. Martel, a-t-il dit, comme dans... Margot a laissé le silence répondre. La couleur a drainé le visage de Julien comme l'eau d'un verre cassé. Sa bouche s'est ouverte, fermée, rouverte. Il a regardé Margot, Antoine, l'organigramme, le nom en haut. Le nom de la femme qu'il avait jetée hors de sa maison 2 semaines auparavant. Vous êtes suspendu avec effet immédiat, a dit Margot. En attendant une enquête complète, votre carte de crédit d'entreprise a été désactivée. Votre accès au bureau a été révoqué. La sécurité vous escortera pour récupérer vos affaires personnelles. Julien est resté assis dans sa voiture dans le parking souterrain pendant 45 minutes. Le moteur était éteint. Le garage était sombre et sentait le béton et l'huile de moteur. Il m'a appelé. Je n'ai pas répondu. Il a appelé Bénédicte. Son père, c'est Martel, a-t-il dit. Sa voix était creuse. Pierre Martel, la holding, celle qui nous a achetés, c'est le père de Marie. Bénédicte est restée silencieuse pendant un long moment. Qu'est-ce que tu veux dire, son père? Elle nous a dit que son père l'avait abandonnée. Oui, mais il est revenu et il possède tout. Tout, maman. L'entreprise, l'immeuble, mon bureau, mon salaire, tout. Le silence de Bénédicte s'est étiré. Quand elle a parlé, sa voix avait la qualité mince et prudente d'une femme recalculant sa position. Dans quel pétrin es-tu? Je ne sais pas encore. Alors arrête de m'appeler et appelle ton avocat. Elle a raccroché. À l'autre bout de la ville, j'étais assise dans la chambre d'amis de Sophie. Il était 3 heures du matin. L'appartement était sombre, à l'exception de la lampe de chevet. Je pliais des vêtements de bébé, de minuscules body et de petites chaussettes. Un bonnet tricoté avec des oreilles d'ours que Sophie avait acheté à un marché artisanal. Je pliais chaque pièce avec précision, lissant le tissu, alignant les bords, repliant celles qui étaient déjà faites. Mes mains avaient besoin de faire quelque chose de petit et de gérable, et sous mon contrôle. Je ne pensais pas à Julien, ni à son visage dans la salle de conférence, ni aux 600 000 €, ni à l'organigramme. Je pensais à savoir si je serais suffisante, si je pouvais faire ça seule, si ma fille grandirait en se demandant où était son père, comme j'avais grandi en me posant des questions sur Pierre. Le bonnet aux oreilles d'ours était doux sous mes doigts, je l'ai plié 3 fois avant d'y arriver. Puis Dominique a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a fait glisser l'écran. Peut-être la curiosité, peut-être l'épuisement, peut-être le fait qu'il était 3 heures du matin et que les règles normales ne s'appliquaient pas. Je sais que tu ne veux pas entendre parler de moi, a dit Dominique. Sa voix était différente de ce à quoi je m'attendais. Pas agressive, pas défensive. Peut-être. Mais j'ai besoin que tu saches quelque chose. Il m'a dit que vous étiez déjà divorcés. Il m'a dit que tu étais parti. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de bébé. Je n'ai rien dit. Je l'ai cru, a poursuivi Dominique. Je sais que ça semble pathétique. Je sais que tu me détestes, probablement. Mais il m'a menti de la même manière qu'il t'a menti. Des mensonges différents. Le même homme. J'ai raccroché. Je ne devais pas à Dominique du réconfort, ni l'absolution, ni rien du tout. Mais quelque chose dans la voix de cette femme, le choc, la prise de conscience naissante d'avoir été utilisée, a planté une graine. Une petite, enfouie profondément. J'ai posé le bonnet d'ours, éteint la lampe, me suis allongé dans l'obscurité et j'ai écouté l'appartement respirer. Le bébé a donné un coup de pied une fois, doucement, comme un murmure. Le stress a trouvé mon corps avant que mon esprit ne puisse construire un mur autour de lui. Le docteur Claire Fournier m'a appelé personnellement à 7h45 du matin. Pas le cabinet, pas l'infirmière. Le docteur Fournier elle-même. Vos analyses sont revenues,
Vos chiffres de tension artérielle du moniteur à domicile sont en évolution dans une direction que je n'aime pas. Je veux que vous veniez aujourd'hui. Pas demain. Aujourd'hui, à l'hôpital. Les chiffres ont confirmé ce que mon corps savait déjà. Tension artérielle, 152/98, protéines dans l'urine, gonflement des mains et des pieds. Ce n'était plus seulement la grossesse. Risque de prééclampsie à 32 semaines. Le docteur Fournier m'a fait hospitaliser. Des moniteurs ont été attachés. Une intraveineuse a été posée. La chambre était blanche et beige et sentait l'antiseptique et l'anxiété. Nous devons maîtriser cela, a dit le docteur Fournier. Sa voix était douce, mais ses yeux étaient sérieux. Le bébé est en bonne santé pour l'instant. Votre placenta fonctionne bien. Mais si votre tension artérielle continue de grimper, nous pourrions avoir une discussion sur un accouchement prématuré. J'étais allongé sur le lit d'hôpital. Les moniteurs émettaient un bip régulier. Le rythme cardiaque de mon bébé emplissait la pièce. Un galop rapide et puissant, 142 battements par minute. La chose la plus fiable de mon monde. Mon téléphone était sur la table de chevet. 47 SMS de Sophie, de Théo, de mes clients indépendants, certains annulant et d'autres envoyant des vœux maladroits. De Bénédicte Lenoir, dont j'ai lu le message parce que je n'ai pas pu m'en empêcher. J'espère que tu es heureuse. Tu as ruiné la vie de mon fils. Pas de message de Julien. Pas un seul. L'homme qui m'avait jeté dehors alors que je portais son enfant. L'homme qui remettait en question la paternité de cet enfant dans des documents judiciaires. L'homme qui avait orchestré toute notre relation comme une stratégie financière. Il n'avait pas daigné envoyer un seul SMS pour demander si j'étais vivante. À 2 heures du matin, une infirmière est venue prendre mes signes vitaux. Jeune, fatiguée, des yeux gentils derrière un masque chirurgical bleu. « Comment vous sentez-vous? » « Effrayé, ai-je avoué. C'était la première fois que je le disais à voix haute. L'infirmière a ajusté le brassard de tensiomètre, lu les chiffres, pris une note. « Votre bébé est fort, a-t-elle dit, souriant, toute comme la femme qui la porte. »« La porte ?» ai-je demandé en clignant des yeux. « Elle. » Les yeux de l'infirmière se sont écarquillés. « Oh, pardon, vous ne saviez pas? Je l'ai vue sur la feuille. C'est une fille. » La pièce était silencieuse. Les moniteurs émettaient un bip. La lumière fluorescente bourdonnait. Une fille. J'allais avoir une fille. J'ai posé mes 2 mains sur mon ventre. J'ai senti le bébé bouger. Un lent roulement, un étirement, une petite personne se retournant dans son sommeil. Je ne laisserai pas la première histoire de ma fille être celle de sa mère jetée, ai-je murmuré. Pas à l'infirmière, ni à personne, à moi-même, à la petite fille endormie en moi. Théo est arrivé le matin. Il s'est assis sur la chaise près du lit et n'a rien dit d'inspirant. N'a pas offert de platitude. Ne m'a pas dit que tout irait bien. Il m'a tenu la main pendant que les moniteurs émettaient des bips et que l'intraveineuse goûtait et que l'hôpital bougeait autour d'eux, comme une machine qui ne s'arrêtait jamais. Il a apporté un livre de mots croisés. Nous en avons résolu 3 en silence. 7 lettres, en travers, signifiant persister. J'ai écrit « endurer ». L'audience du tribunal était dans 2 jours. Sophie a appelé de sa voiture entre 2 dépôts de dossiers. L'équipe juridique de Julien soutient que les actions d'entreprise de Pierre constituent du harcèlement et de l'intimidation. Il te présente comme la marionnette d'un milliardaire vindicatif qui utilise ses ressources pour détruire un mari ordinaire. Le juge désigné pour l'audience avait été identifié par la recherche de Sophie comme un ancien partenaire de golf du défunt mari de Bénédicte Lenoir. Pas une disqualification automatique, mais pas idéale. Sophie s'est battue. Elle a présenté des preuves, des témoins, des chiffres. Mais le juge a été prudent. Il a ordonné un gel temporaire de toute action d'entreprise contre Julien en attendant un examen complet. Le coup d'échec de Pierre était bloqué. Temporairement, mais bloqué. J'ai reçu la nouvelle sur mon lit d'hôpital. Le brassard du tensiomètre s'est resserré sur mon bras. Le chiffre a grimpé.
158-100. Pierre a appelé. Sa voix était calme, contrôlée. La voix d'un homme qui avait traversé 1000 batailles d'entreprise et n'en avait perdu aucune. C'est une bataille, pas la guerre. Il panique. Les gens qui paniquent font des erreurs. Nous attendons. Je suis sur un lit d'hôpital, Pierre. Ma tension est au plafond. Ma file pourrait arriver plus tôt. Je n'ai pas le temps d'attendre. Silence au bout du fil, puis, doucement, je sais, je suis désolé. J'ai rempli un formulaire d'hôpital ce soir-là. Contact d'urgence. Ma plume a bougé automatiquement pour écrire Julien Lenoir. Mémoire musculaire. 4 ans d'entraînement. Je me suis arrêté, j'ai regardé le nom à moitié formé sur la ligne. Je l'ai barré si fort que la plume a déchiré le papier. J'ai écrit Sophie Dubois. J'ai regardé le nom barré pendant longtemps. Le fantôme d'un mari que je n'avais jamais vraiment eu. Le pasteur Dubois est venu l'après-midi suivant. Il a apporté des marguerites de son jardin et une déclaration notariée dans une enveloppe manille. J'ai écrit exactement ce que j'ai vu ce soir-là, a-t-il dit. Il a posé l'enveloppe sur ma table de chevet. Date, heure, conditions météorologiques. Les valises sur le porche. Votre mari debout dans l'embrasure de la porte. Vous arrivant d'un rendez-vous médical. 3 voisins ont accepté de corroborer. Madame Dubois, Monsieur Petit, le facteur Dwayne. Il s'est assis. Son berger allemand, a-t-il expliqué en s'excusant, l'attendait dans la voiture. Cette femme Bénédicte dit aux gens que vous êtes partis, a-t-il dit. J'ai vu votre mari mettre vos affaires sur la pelouse pendant que vous rentriez de chez le médecin. 31 ans que je vis dans cette rue. Je sais ce que j'ai vu, et je le dirai sous serment lors d'une déposition ou aux informations de 18 heures. Tout ce dont vous avez besoin. Après son départ, mon téléphone a sonné. Un email d'une adresse que je ne reconnaissais pas. C'était Dominique, un long email détaillé, structuré, écrit par quelqu'un qui avait passé des jours à réfléchir à ce qu'il fallait dire. Elle était la secrétaire de Julien depuis 2 ans. Il l'avait courtisée, emmenée déjeuner, l'avait appelée brillante, lui avait dit que son mariage était terminé, que sa femme était instable, qu'ils étaient déjà séparés. Il avait dit qu'il n'y avait pas de bébé. Il y a 3 semaines, Dominique avait trouvé un dossier sur le bureau de Julien étiqueté « Projet Martel ». À l'intérieur des recherches imprimées sur ma famille, la structure corporative de Pierre Martel, schématisée sur du papier millimétré, une chronologie, des notes manuscrites, de l'écriture précise de Julien. Phase 1, cours. Phase 2, mariage. Phase 3, exploiter la connexion Martel. Phase 4, extraire la valeur. Dominique n'avait pas compris à l'époque. Maintenant, oui. J'ai fait partie de son plan, a-t-elle écrit. Pas une personne, un accessoire. La secrétaire séduisante à son bras pour la vie de cadre qu'il construisait sur de l'argent volé et un mariage manipulé. Je suis prête à témoigner de tout ce que je t'ai dit. Et il y a une chose de plus. Au bas de l'email se trouvait un fichier audio. J'ai appuyé sur lecture. La voix de Julien. Claire. Confiante. La voix qu'il utilisait en réunion. La voix que j'avais autrefois trouvée attirante. Marie n'a jamais été le plan. Marie était le point d'accès. Une fois que j'obtiendrai ce dont j'ai besoin de la société de son père, elle sera dehors. Le bébé n'a fait que compliquer la chronologie. L'enregistrement s'est terminé. La chambre d'hôpital était silencieuse. Les moniteurs émettaient d'un bip. L'intraveineuse goûtait. J'ai rejoué. Encore et encore. 3 fois. Puis j'ai posé le téléphone. J'ai mis mes mains sur mon ventre. J'ai senti ma fille bouger. Et quelque chose à l'intérieur de Marie Martel, quelque chose qui avait plié pendant des mois, des années, toute une vie, ne s'est pas brisé. Il s'est redressé. Je dois faire une petite pause ici. Laissez-moi respirer. Ce moment, cette nuit-là, c'est là que tout a changé. Avant, je me sentais une victime, une proie. J'étais juste une femme enceinte, larguée, et tout le monde autour de moi semblait n'être que des pions dans un jeu dont je ne connaissais pas les règles. Mais entendre Julien, sa voix calculatrice,
Son ton détaché, c'était une claque, une douche froide, mais aussi une révélation. Il ne m'avait jamais aimé. Et ça, c'est une vérité effrayante, mais aussi étrangement libératrice. C'était comme si je m'étais accroché à l'idée d'un homme qui n'existait pas, et qu'enfin, on m'avait montré la réalité. C'est comme si on me disait, regarde, voici la carte. Tu peux enfin tracer ton propre chemin. Le sentiment de rage, oui, il était là. Mais il y avait aussi une sorte de clarté froide, tranchante comme une lame. Comme si toutes les pièces d'un puzzle énorme et tordu s'emboîtaient enfin. Et j'ai réalisé que je n'étais pas brisé, juste réinitialisé. Le docteur Fournier m'a laissé sortir 4 jours plus tard. Ma tension artérielle s'était stabilisée. Le bébé allait bien. Ordre strict. Réduire le stress, me reposer, revenir immédiatement si les symptômes réapparaissaient. Je suis retourné à l'appartement de Sophie. Je me suis assise sur le canapé. J'ai regardé la photo d'échographie sur le réfrigérateur. J'ai regardé les dossiers juridiques sur la table de la salle à manger. J'ai regardé le fichier audio sur mon téléphone. J'ai écouté l'enregistrement de Julien une dernière fois, calmement, comme un médecin lit un scanner, cliniquement, évaluant, ne cherchant pas la douleur, mais l'information. Marie n'a jamais été le plan, Marie était le point d'accès. J'ai posé le téléphone. Je m'attendais à ce que l'enregistrement me fasse ressentir quelque chose de nouveau. Une dévastation, une rage, une rupture finale qui me détruirait ou me libérerait. Mais ce que j'ai ressenti, c'était de la clarté. Nette, froide, tranchante. Je n'ai jamais été une femme. J'ai été un véhicule d'investissement, un moyen pour une fin. Un nom sur un document qui reliait Julien Lenoir à l'argent de Pierre Martel. Tout le reste, la demande en mariage, le mariage, la chambre d'enfant peinte, les larmes de grossesse, ce n'était qu'une performance. Une longue escroquerie menée avec un véritable talent par un homme qui avait compris que les mensonges les plus convaincants sont ceux enveloppés dans de véritables émotions. J'ai appelé Pierre. J'ai pris une décision, Asie, et je dis, je t'écoute. Je ne veux pas que son entreprise soit détruite. Pas encore. Je ne veux pas qu'il soit arrêté. Pas encore. Je veux qu'il s'asseye dans ce tribunal et qu'il entende la vérité. Chaque mensonge, chaque manipulation, chaque euro, devant chaque personne qu'il a essayé d'impressionner. Je veux qu'il regarde tout s'effondrer alors qu'il porte ce costume italien et qu'il ne peut rien faire pour l'arrêter. Pierre est resté silencieux un instant. Nous pourrions mettre fin à cela discrètement. Un règlement, un accord scellé. Il signe, s'en va. Tu n'entends plus jamais parler de lui. La discrétion, c'est ce sur quoi il compte. La discrétion, c'est comme ça que des hommes comme Julien survivent. Ils chuchotent, manipulent et effacent leurs traces. Et tout le monde accepte d'être poli. J'en ai assez d'être poli. Alors nous procédons publiquement. Nous procédons publiquement. Sophie a déposé une requête pour une nouvelle audience, contestant le premier juge pour conflit d'intérêts. La documentation était approfondie. Le lien avec la famille Lenoir, les sorties de golf, les contributions aux campagnes. Le nouveau juge a approuvé dans les 48 heures. La salle d'audience était plus petite que ce à quoi je m'attendais. Panneaux en bois, lumières fluorescentes. Le drapeau français dans le coin avait besoin d'être repassé. Ce n'était pas la cathédrale de marbre dramatique que j'avais imaginée. C'était une pièce ordinaire où des gens ordinaires venaient diviser leur vie en avant et après. Julien était assis à la table de la défense. Il avait perdu du poids. Son costume lui allait différemment, comme si l'homme à l'intérieur avait rétréci. Son avocat, un litige corporatif d'un cabinet spécialisé dans la protection des hommes fortunés, brassait des papiers avec un calme exercé. Sophie s'est levée et a commencé. Le témoignage du pasteur Dubois est venu en premier. Ferme, inébranlable. Il a décrit la soirée en détail. Les valises, la porte verrouillée, la femme enceinte debout sur le porche à l'heure dorée d'un mardi soir. Il a décrit la posture de Julien,
La voix de Dominique venant de l'intérieur, moi montant dans ma voiture. 3 voisins ont corroboré. Madame Dubois avait vu Julien transporter des cartons hors de la maison à 2 heures de l'après-midi. Monsieur Petit avait entendu des cris par la fenêtre de sa cuisine. Le facteur Dwayne avait confirmé que le serrurier était arrivé à midi. Puis les preuves financières. Antoine Chen, l'expert comptable judiciaire, a témoigné. Il a présenté 26 mois de détournement de fonds avec la même monotonie dévastatrice qui avait vidé le visage de Julien de sa couleur. Transaction par transaction, compte fantôme par compte fantôme. 614 000 € redirigés d'une entreprise que Julien ne possédait pas vers des comptes qu'il contrôlait. L'avocat de Julien a objecté 7 fois. Chaque objection a été rejetée. Puis l'enregistrement. La voix de Dominique à la barre était calme mais claire. Elle a décrit comment elle avait trouvé le dossier Projet Martel, comment elle avait lentement compris ce que Julien avait fait, comment elle avait obtenu l'enregistrement d'un message vocal que Julien avait laissé à un ami de l'université, se vantant de sa stratégie. L'audio a été diffusé dans la salle d'audience. La voix de Julien a rempli la pièce. Marie n'a jamais été le plan. Marie était le point d'accès. Une fois que j'obtiendrai ce dont j'ai besoin de la société de son père, elle sera dehors. Le bébé n'a fait que compliquer la chronologie. La salle d'audience était silencieuse. La plume du juge a cessé de bouger. L'avocat de Julien a fixé la table. Julien a regardé droit devant lui. Son visage était un masque, mais ses mains, à plat sur la table devant lui, tremblaient. La décision du juge a été rapide. Divulgation financière complète ordonnée de Julien. Ordonnance de restriction temporaire. Pension alimentaire d'urgence pour le conjoint et l'enfant. Et un renvoi formel au bureau du procureur de la République pour le détournement de fonds. Devant le palais de justice, le ciel était gris. Le parking sentait l'asphalte mouillé. J'ai marché vers l'ascenseur. Sophie à mes côtés. Théo nous attendait à la voiture. Julien m'a rattrapé près des ascenseurs. Il a contourné une colonne. De près, je pouvais voir les dégâts, les cernes sous ses yeux, la coupure de rasoir sur sa mâchoire, le col froissé. « Marie, s'il te plaît », sa voix s'est brisée. « J'ai fait des erreurs terribles. Mais tu sais que je t'aime. Ça, ton père, l'argent, ça n'a pas à nous changer. Nous pouvons recommencer. » Je l'ai regardé, vraiment regardé, pas à travers le prisme de la femme qui l'avait aimé, pas à travers le brouillard de 4 ans d'intimité soigneusement construite. Je l'ai regardé comme Sophie m'avait appris à lire un contrat, clause par clause, mot par mot. Je n'ai pas vu l'homme que j'avais épousé. J'ai vu l'homme qu'il avait toujours été. Tu as qualifié notre fil de complication, ai-je dit, sur un enregistrement, tout en planifiant de m'utiliser et de me jeter. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Je suis entré. Au revoir, Julien. Les portes se sont refermées. Je suis rentré à l'appartement de Sophie, mais j'ai fait un détour par la rue des Chênes, le vieux quartier, la maison de ma mère. Quelqu'un d'autre y vivait maintenant. Des rideaux différents aux fenêtres, jaunes au lieu de blancs. Un vélo d'enfant gisait sur le côté dans la cour. Le jardin que Patricia avait entretenu chaque dimanche était envahi. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, je ne suis pas sorti. J'ai juste regardé. La fenêtre de la cuisine de ma mère où je faisais mes devoirs pendant que Patricia préparait le dîner après un quart de 12 heures. La vapeur du four, l'odeur du poulet et du romarin. Le son de ma mère fredonnant quelque chose sans mélodie. Juste un son, juste une présence. Je suis resté là pendant 5 minutes. Le bébé a bougé, un lent retournement. Puis j'ai démarré la voiture. Je me suis éloigné du trottoir. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. Je souriais. Non pas parce que la tristesse était partie, mais parce que quelque chose d'autre était arrivé à côté. Quelque chose qui ressemblait au début de quelque chose dont je n'avais pas encore de nom. Ce soir-là, j'ai préparé le pain aux bananes de ma mère de mémoire. 2 bananes trop mûres, 1 tasse et un quart de farine,
une demi-tasse de cassonade, un œuf, un quart de tasse de beurre fondu, une pincée de quenelle que Patricia appelait toujours une généreuse pincée, ce qui signifiait au moins une demi-cuillère à café. L'appartement s'est rempli de l'odeur, douce, chaude, familière. L'odeur des dimanches de matin et des jours de neige et de la cuisine d'une femme qui avait construit une vie à partir de rien d'autre que l'amour et l'entêtement. Sophie est rentrée du bureau, a senti le pain, n'a rien dit, a pris une tranche. Nous nous sommes assises sur le sol de la cuisine, car il n'y avait que 2 chaises à la table, et le sol était de toute façon plus propre. Nous avons mangé du pain aux bananes chaudes en silence. Le meilleur silence que l'une ou l'autre d'entre nous ait connu depuis des semaines. Pierre a demandé à nous revoir. Même restaurant, même salle privée, même nappe blanche et serveurs invisibles. Et du pain qui coûtait probablement plus par miche que le budget d'épicerie hebdomadaire de Patricia. Mais cette fois, je me suis assise en face de lui différemment. Ma colonne vertébrale était droite, mes mains étaient immobiles. Je ne jouais pas la sérénité. Je l'avais. Il y a autre chose que je dois te dire, a dit Pierre. Il a posé son verre d'eau délicatement. J'aurais dû te le dire la première fois que nous nous sommes rencontrés. Je voulais, mais j'avais peur que ce soit trop d'un coup. J'ai attendu. Quand tu es né, j'ai mis en place une fiducie à ton nom. Ta mère était au courant, mais a refusé de te laisser y avoir accès. Elle a dit qu'elle te le dirait quand tu aurais 30 ans. Mais elle est décédée avant ton 29e anniversaire. La fiducie n'a jamais été activée. Elle a accumulé des intérêts pendant 30 ans. Il a fait une pause. Elle vaut 400 millions d'euros. Les mots ont atterri dans l'espace entre nous comme des pierres tombant dans de l'eau immobile. J'ai observé les ondulations sans bouger. 400 millions d'euros? Ai-je répété. Oui, j'étais une héritière. Techniquement, oui. Pendant que je dormais dans ma voiture pendant les vacances d'hiver à l'université. Pendant que je choisissais entre les courses et les manuels. Pendant que je portais le même costume d'entretien à 8 demandes d'emploi parce que je ne pouvais pas me permettre d'en avoir un second. Oui, je me suis assise avec ça. La fiducie signifiait que je n'avais jamais été pauvre. Pas vraiment. J'avais été pauvre parce que ma mère avait choisi la fierté plutôt que le confort. Parce que Pierre avait respecté ce choix, même si cela avait coûté tout à sa fille. Et Julien l'avait su. Le rapport du détective privé, celui d'avant leur premier rendez-vous, avait inclus la fiducie. Julien m'avait épousé en sachant que je valais 400 millions d'euros. Le gala de charité, la cour, la demande en mariage, la grossesse. Tout était rétro-ingénierie à partir d'un chiffre sur un document financier. Ma mère m'a laissé me débattre pour que je sois forte. Et je dis lentement, « Tu m'as laissé me débattre parce que tu lui avais promis de le faire. » Julien m'a épousé parce que la lutte était temporaire et que l'argent était permanent. J'ai regardé Pierre. Tout le monde essayait de gérer ma vie et aucun de vous ne m'a demandé ce que je voulais. Pierre a hoché la tête. Il n'a pas argumenté, n'a pas défendu, juste hoché la tête. « Que veux-tu maintenant ?» a-t-il demandé. « Je veux que ma fille grandisse en connaissant la vérité. » Toute la vérité. L'argent, la pauvreté, les mensonges, l'amour. Je veux qu'elle décide par elle-même quel genre de vie construire. J'ai marqué une pause. Et je veux que Julien Lenoir réponde de ce qu'il a fait. Pas par vengeance, mais parce que la vérité compte. Parce que ma fille mérite une mère qui n'a pas laissé un escroc réécrire son histoire. La machinerie juridique a fonctionné avec la précision de systèmes conçus précisément pour ce genre de règlement de compte. Julien a été officiellement licencié de Lenoir Associés. Son bureau a été vidé, son badge désactivé. La sécurité l'a vu transporter une seule boîte jusqu'à sa voiture. À l'intérieur, une lampe de bureau, une tasse de café, une photo encadrée de lui serrant la main de quelqu'un d'important lors d'une conférence. Pas de photo de moi, pas de photo du bébé. Le procureur de la République a ouvert une enquête formelle pour détournement de fonds. Des procédures devant le grand jury ont été programmées.
L'avocat corporatif de Julien l'a lâché. Le cabinet a cité un conflit d'intérêts. La vraie raison était plus simple. Julien ne pouvait plus payer leurs honoraires. Son dernier geste désespéré a été les médias. Il a contacté une station d'information locale. A offert sa version de l'histoire, un récit compatissant d'un mari ordinaire ciblé par un beau-père milliardaire vindicatif. David contre Goliath, le petit gars écrasé par la machine. Mais le pasteur Dubois avait déjà appelé la même station. 3 voisins aussi. Dominique aussi, qui avait fourni une copie de l'enregistrement et le dossier Projet Martel. L'histoire diffusée n'était pas la version de Julien, c'était la mienne. Pas l'histoire de la file d'un milliardaire qui se venge. Pas l'histoire d'une guerre d'entreprise ou de titans financiers réglant leurs comptes. L'histoire d'une femme enceinte debout sur son propre porche à l'heure dorée d'un mardi soir, regardant son mari changer les serrures. Une femme qui n'avait rien, ou pensait n'avoir rien, et a trouvé son chemin. La conclusion de l'encre. Parfois, la chose la plus puissante qu'une personne puisse faire est simplement de dire la vérité. Julien est apparu à l'appartement de Sophie 3 jours plus tard. Non invité, sans préavis. Il avait l'air diminué. Son costume était la même coupe italienne, mais il pendait différemment maintenant, comme si l'homme à l'intérieur avait rétréci. J'ai ouvert la porte. Je ne l'ai pas laissé entrer. Marie, sa voix était rauque. Je sais que je ne peux pas défaire ce que j'ai fait, mais je suis en train de tout perdre. Mon emploi, ma maison, probablement ma liberté. Je n'ai plus rien. Je me suis appuyé contre l'encadrement de la porte. J'étais enceinte de 33 semaines. Mon dos me faisait mal, mes chevilles étaient enflées. J'étais fatigué d'une manière que le sommeil ne pouvait pas réparer. Maintenant tu sais ce que ça fait, ai-je dit. Être sur cette pelouse. 3 valises faites par un homme qui n'a même pas pris la peine de vérifier ce qu'il attrapait. 7 mois de grossesse, nulle part où aller. Tu avais tout ce soir-là, Julien. La maison, la voiture, la secrétaire, le plan. Mais tu m'avais aussi et tu m'as jeté. Il a commencé à pleurer. Les larmes semblaient réelles. Peut-être l'étaient-elles. Peut-être que Julien Lenoir était capable d'une émotion authentique quand l'émotion concernait sa propre souffrance. Peut-être que l'apitoiement et le remords se ressemblaient de l'extérieur, mais se sentaient complètement différents de l'intérieur. J'avais appris à faire la différence. J'espère que tu te feras aider, ai-je dit. Je le pensais. J'espère que tu parleras à quelqu'un, un thérapeute, un conseiller, quelqu'un qui pourra t'aider à comprendre pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Mais tu n'es plus mon problème, et tu n'es plus mon projet, et tu n'es pas une leçon à apprendre pour moi. J'ai fermé la porte doucement, sans colère. Le clic du loquet était silencieux. Final. Je n'avais pas besoin de ces excuses. J'avais passé des semaines à attendre des mots qui arrangeraient les choses, des mots qui expliqueraient l'inexplicable. Des mots qui remonteraient 4 ans en arrière et démêleraient la vérité de la performance. Ces mots n'existaient pas. Aucune combinaison de syllabes ne pouvait défaire ce qui avait été fait. La seule permission dont j'avais besoin était ma propre permission. Permission d'arrêter d'attendre. Permission d'avancer. Permission de construire une vie qui n'incluait pas Julien Lenoir dans aucun chapitre. Ce soir-là, Sophie et moi nous sommes assises sur le petit balcon de Sophie. Le même balcon où j'avais été assise en état de choc des semaines auparavant, fixant les lumières de la ville et essayant de me souvenir comment respirer. La ville était la même. Les lumières étaient les mêmes. J'étais différente. Je ne t'appellerai pas Papa Tété. Ai-je dit à Pierre. Je sais que je ne t'appellerai peut-être jamais papa. Je le sais aussi. Mais j'aimerais que ma fille connaisse son grand-père. Si tu peux me promettre une chose, n'importe quoi. Sois présent, pas depuis un parking, pas par l'intermédiaire de sociétés écrans, pas par des fiducies, des détectives privés et des frères que je ne connaissais pas, présents, dans la pièce, à la table, la tenir quand elle pleure,
Lui apprendre des choses, être là comme tu n'as pas été là pour moi. Le menton de Pierre a tremblé. Il a regardé la ville. Les lumières se sont brouillées à travers ses yeux. Je promets, a-t-il dit. Sa voix s'est brisée sur le deuxième mot. C'était la première promesse qu'il m'avait faite en 22 ans. Je ne savais pas encore s'il la tiendrait. Mais je savais quelque chose que je ne savais pas auparavant. Je savais que j'étais prête à le découvrir. 6 semaines plus tard, j'ai emménagé dans mon propre appartement. Il était petit, une chambre, des planchers en bois qui craquaient dans le couloir, une fenêtre de cuisine orientée à l'est, ce qui signifiait le soleil du matin. Le loyer était payé avec l'argent de la fiducie. Mon premier retrait en 30 ans, juste la caution et le premier mois. Rien de plus. Je voulais gagner le reste. J'ai installé un bureau dans un coin du salon. Ordinateur portable, moniteur, tablette graphique. Mon entreprise de graphisme, qui avait saigné des clients pendant la campagne de diffamation de Bénédicte, se reconstruisait lentement. Mon premier nouveau projet était un travail pro bono. Image de marque et design pour une organisation à but non lucratif appelée Nouvelle Encre, qui aidait les femmes à redémarrer leur carrière après des crises domestiques. L'ironie ne m'a pas échappé. Je concevais de l'espoir pour des femmes dans la même situation que moi 8 semaines auparavant. Théo venait le samedi matin. Il apportait un café terrible d'une station-service à 2 pâtés de maison. Je faisais semblant d'aimer. Je ne l'aimais pas. Il avait le goût d'huile de moteur filtré à travers une chaussette de sport. Mais Théo conduisait 20 minutes pour l'apporter, et l'acte de faire semblant était une forme d'amour que j'apprenais à reconnaître. Nous construisions quelque chose. Pas la relation fraternelle que l'un ou l'autre avait imaginée. Pas le lien instantané du sang partagé et des souvenirs d'enfance, car nous n'avions pas d'enfance partagée. Quelque chose de différent. Maladroit. Honnête, 2 adultes assis sur un canapé d'occasion, mangeant des beignets de station-service et essayant de comprendre comment être une famille quand aucun d'eux n'avait de modèle. « Tu pourrais avoir un penthouse », a dit Théo un matin en désignant l'appartement. « Je ne veux pas de penthouse. »« Tu pourrais avoir une maison, une voiture, du personnel. »« Je veux une fenêtre de cuisine orientée à l'est. J'ai ça. » Il a secoué la tête, a souri et mangé un autre beignet. Les conséquences juridiques se sont déroulées par étapes. Le divorce a été prononcé un mercredi. Je portais une robe bleu marine. Sophie portait son meilleur tailleur de tribunal. Julien portait l'air d'un homme qui avait épuisé toutes les stratégies et toutes les excuses. Je n'ai rien pris à Julien. Ni la maison, ni la voiture, ni le compte de retraite qu'il avait déjà vidé. Je n'en avais pas besoin. J'avais la fiducie. J'avais mon travail. J'avais ma liberté. J'ai demandé la garde exclusive que le tribunal a accordée sans contestation, étant donné les preuves de fraude financière, l'abandon, la déclaration enregistrée qualifiant le bébé de complication. La dernière déclaration de Julien au tribunal a été prononcée d'une voix que je reconnaissais à peine. Fine, calme, dépourvue de charme. Je l'ai aimé à ma manière. Je l'ai aimé. La juge l'a regardé par-dessus le bord de ses lunettes de lecture. C'était une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux argentés, et l'expression particulière de quelqu'un qui avait entendu toutes les versions de cette phrase. Le tribunal estime que cette caractérisation est incompatible avec les preuves, a-t-elle dit, et est passée au point suivant à l'ordre du jour. Bénédicte Lenoir avait cessé de parler publiquement à Julien. Les amis de l'Église qu'elle avait ralliés avec son message de groupe avaient vu le reportage. Le pasteur Dubois avait donné un sermon ce dimanche-là sur la vérité et la responsabilité. Il n'avait pas mentionné de nom. Il n'en avait pas besoin. Dominique avait déménagé à Bordeaux. Elle m'a envoyé un dernier email. « Je recommence, j'espère que toi aussi. » Je n'ai pas répondu, mais je n'ai pas supprimé le message. Julien a été inculpé de 12 chefs de détournement de fonds et de 2 chefs de fraude électronique. Son avocat commis d'office a demandé un arrangement. Le procureur de la République y réfléchissait. Je n'ai pas suivi l'affaire pénale de près. Ce chapitre de ma vie était clos.
Non pas avec un claquement, mais avec un clic silencieux, comme le loquet de la porte de Sophie la dernière fois que j'ai parlé à Julien. Le bébé est arrivé un mardi matin. Tôt. 37 semaines. Le soleil commençait juste à se lever quand ma poche des os s'est rompue dans la cuisine. Je préparais des flocons d'avoine. La casserole a débordé au même moment. J'ai éteint la cuisinière, appelé Sophie, attrapé mon sac d'hôpital et marché jusqu'à la voiture avec les pas prudents et délibérés d'une femme qui avait répété ce moment 100 fois dans son esprit. Sophie a conduit mal, mais vite. L'accouchement a duré 14 heures. Sophie était dans la pièce. Théo était dans la salle d'attente. Il a fait les 100 pas, creusant une tranchée dans le linoléum. Une infirmière lui a finalement dit de s'asseoir avant qu'il n'atteigne le sous-sol. Pierre était sur le parking. De vieilles habitudes. Je lui ai envoyé une infirmière à 4h17 du matin, 43 minutes après la naissance du bébé. Il y a un homme sur le parking. Et je dis à l'infirmière, cheveux argentés, probablement assis dans une voiture très discrète. Dites-lui que sa petite fille est là. Pierre est entré dans la chambre de l'hôpital comme un homme entre dans une cathédrale. Lentement, révérément, craignant de respirer trop fort. Le bébé était dans mes bras. 3 kilos et 700 grammes. Une pleine tête de cheveux noirs. Des yeux encore du bleu flou de tout nouveau-né, mais qui se fixeraient plus tard dans le marron de sa mère. Pierre s'est tenu au pied du lit. Ses mains pendaient le long de son corps. Il tremblait. « Tu aimerais la tenir? » ai-je demandé. Il a hoché la tête, n'a pas pu parler. J'ai placé le bébé dans ses bras. Le milliardaire, l'homme qui possédait des entreprises et des bâtiments et des portefeuilles valant plus que les budgets annuels de petites nations, debout dans une chambre d'hôpital à 4 heures du matin, tremblant, tenant 3 kilos et 700 grammes de tout ce qui comptait. Le bébé a attrapé son doigt. Petite main, poigne de fer. Pierre a émis un son qui n'était pas tout à fait un rire et pas tout à fait un sanglot. Son nom est Marguerite, et je dis, d'après ma mère. Pierre a fermé les yeux. Les larmes ont coulé sur ses joues burinées. Il a serré Marguerite plus fort. Le bébé a bâillé, s'est installé, a dormi. Théo est apparu dans l'embrasure de la porte, a vu son père tenant le bébé, m'a vu les regarder. Il a pris une photo avec son téléphone. Personne n'a souri. C'était mieux qu'un sourire. C'était réel. 6 mois ont passé. Je suis assise sur un banc au parc des Buttes de Chaumont, un après-midi de début octobre. Les feuilles virent à l'or et au cuivre et au rouge profond. L'air sent l'herbe coupée et la pluie qui approche. Marguerite est allongée sur une couverture à la lumière tachetée du soleil. 6 mois, elle attrape tout, s'accroche aux ombres et aux feuilles et à la distance impossible entre ses doigts et le ciel. Je dessine, un carnet de croquis sur mon genou, crayon fusain. Je croque l'arbre au-dessus de nous, la façon dont les branches se divisent et divergent et trouvent leur propre chemin vers la lumière. J'avais recommencé à dessiner il y a 3 mois, discrètement, sans annonce. C'était quelque chose que j'avais abandonné pendant mon mariage. Julien l'avait qualifié de perte de temps, de passe-temps pour les gens qui ne pouvaient pas faire de vrai travail. J'avais rangé mes crayons et mes carnets et la boîte de fusains que ma mère m'avait offerte pour mes 16 ans. Je les ai déballés la semaine après la naissance de Marguerite. Je les ai posés sur le bureau à côté de mon ordinateur portable. J'ai dessiné la vue depuis ma fenêtre de cuisine. Les toits, le château d'eau, la tranche de ciel qui virait au rose chaque matin. Ce n'était pas de l'art magnifique. Ce n'était pas censé l'être. C'était l'acte de faire quelque chose. L'acte de regarder le monde et d'en mettre une version sur papier. L'acte d'exister en tant que personne avec ses propres yeux et ses propres mains et sa propre façon de voir. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Pierre. « Comment va ma petite fille aujourd'hui? » J'ai pris une photo de Marguerite sur la couverture. Le bébé tenait un pissenlit. Pas le cueillant, juste tenant la tige avec cette poigne féroce d'enfant,
comme si la fleur était l'objet le plus important de l'univers. J'ai envoyé la photo. Pierre a répondu par un seul mot. Magnifique. Il venait dîner tous les jeudis maintenant. Pas à mon appartement, chez Sophie, car Sophie avait la plus grande table et parce que les dîners du jeudi étaient devenus une habitude. Théo venait parfois, le pasteur Dubois parfois, le docteur Fournier, qui était devenu une amie, comme cela arrive parfois aux gens qui partagent une crise. Pierre s'asseyait à table, passait les plats, faisait de la petite conversation et tenait Marguerite sur ses genoux pendant qu'elle mâchait une cuillère en bois. Il était maladroit, trop formel. Il ne savait pas raconter d'histoire ni combler les silences par des rires faciles. Mais il était là, dans la pièce, à la table. Présent, il tenait sa promesse. Sur le banc à côté de moi, une femme s'est assise, jeune, 25 ans peut-être. Elle tenait un enfant en bas âge sur sa hanche. L'enfant gigotait. Les cheveux de la femme n'étaient pas lavés. Ses yeux étaient rouges. Elle balançait l'enfant avec le rythme automatique de quelqu'un qui n'avait pas cessé de bouger depuis des jours. J'ai reconnu le regard, la tension dans la mâchoire, les regards rapides autour du parc, la façon dont la femme tenait l'enfant près d'elle. Pas seulement avec amour, mais avec l'intensité particulière de quelqu'un qui a peur de ce qui arrivera si elle lâche prise. La femme m'a vu la regarder, a rougi, a détourné les yeux. Journée difficile, ai-je dit. La femme a ri, s'est sortie cassée, épuisée, le rire de quelqu'un à qui on n'a pas posé une question gentille depuis longtemps. Tu n'as aucune idée, a-t-elle dit. Je l'ai regardée, ses yeux fatigués et ses cheveux sales et l'enfant serrant un lapin en peluche qui avait connu des jours meilleurs. En fait, ai-je dit, je pourrais. La femme m'a regardé, vraiment regardé. Quelque chose s'est passé entre nous. Pas de l'information, pas de conseil, de la reconnaissance. L'acquiescement silencieux entre deux personnes qui ont parcouru le même chemin sombre et sont sorties de l'autre côté avec les mains pleines et le cœur meurtri, mais battant. Je suis Marie, et je dis, Janine. Ce lapin est magnifique, ta fille a. Janine a souri, un vrai sourire cette fois. Petit, mais réel. Marguerite a fait un bruit sur la couverture. Un babillage. Une déclaration. Le bruit particulier qu'un bébé de 6 mois fait lorsqu'il a découvert quelque chose d'extraordinaire. Comme un pissenlit, ou une ombre, ou le fait que ses propres pieds existent. Je l'ai prise dans mes bras. Le bébé était chaud contre ma poitrine. Le pissenlit était toujours dans son poing. Elle le tenait comme une torche. Quelque part à travers la ville, Julien Lenoir était dans une salle de conférence avec son avocat commis d'office, examinant les termes d'un accord qui modifierait le cours de ses prochaines années. Quelque part dans un bureau modeste qui ne correspondait pas à sa fortune, Pierre Martel regardait la photo de Marguerite et du pissenlit. Il l'avait déjà imprimée. Elle était accrochée à son mur, à côté d'un dessin au crayon de couleur d'une maison que j'avais faite à 7 ans, 23 ans auparavant. 2 feuilles de papier, le début et le prochain début. Je me suis levé, j'ai installé Marguerite sur ma hanche, j'ai ramassé la couverture, le carnet de croquis et la boîte de fusain. Ravi de vous rencontrer, Janine, ai-je dit. Moi aussi, Marie. J'ai marché jusqu'à ma maison. Pas la maison que j'avais perdue. Pas la maison de la rue des Érables avec les serrures changées et les costumes italiens et la secrétaire dans ma cuisine. Pas le lit d'amis de l'appartement de Sophie, ni la chambre d'hôpital où ma tension artérielle avait grimpé. La maison que j'avais construite. La chambre avec les planchers qui craquaient et la fenêtre orientée à l'est et le bureau dans le coin où je dessinais le monde tel que je le voyais. La lumière de l'après-midi était dorée. Marguerite l'a tendue. Sa petite main s'est ouverte et fermée, attrapant quelque chose qu'elle ne pouvait pas tenir. Les graines de pissenlit s'étaient dispersées quelque part entre le parc et le trottoir. Parties, portées par une brise que Marguerite avait créée avec son propre petit souffle. Je n'ai pas regardé en arrière.
J'ai avancé vers la lumière, vers la maison que j'ai bâtie, vers la vie qui était la mienne. Aujourd'hui, je ne sais toujours pas ce que l'avenir nous réserve. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. D'autres fois, une peur diffuse me rappelle les erreurs, les sacrifices, le coût. Ce chemin, semé d'épreuves et de découvertes inattendues, n'est ni simple ni parfait. Mais il est le mien, et celui de ma fille. Et c'est dans cette incertitude, dans cette complexité humaine, que je trouve ma force. C'est comme ça la vie, non? Rien n'est jamais vraiment terminé, seulement en constante évolution. Et c'est bien ainsi.